Et notre premier invité ce soir, Christophe Bigot, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs. Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de France en Israël. Première question, bien évidemment. On y est contraint, même forcé, étant donné l'actualité de la région. Les négociations devraient débuter demain, et pour autant, il y a un groupe armé, la branche armée du Hamas, qui a décidé de se signaler au plus mauvais moment en termes de diplomatie, puisqu'il y a eu cet attentat meurtrier, 4 Israéliens criblés de balles dans leur voiture. Première réaction, celle du Quai d'Orsay, tôt ce matin, vous venez de me l'annoncer il y a quelques instants hors antenne, très ferme sur la question Bernard Kouchner qui critique et qui... Elle était beaucoup plus que critiquée. La première réaction, c'est celle d'un choc, une extrême condamnation de cet attentat terroriste. Les ennemis de la paix, j'allais dire, ont encore frappé. Ce n'est pas une coïncidence si cet attentat se déroule la veille du sommet de Washington. Voilà, il y a des gens qui ne supportent pas qu'il puisse y avoir une perspective de paix dans la région. Donc, et je voudrais aussi penser quand même aux familles, à tous les amis de ces 4 victimes. Il faut aussi avoir ça en tête. Voilà, cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu ce type d'attentat. Et donc, effectivement, dès ce matin, Bernard Kouchner a très vivement condamné cet attentat terroriste. Est-ce qu'il fallait s'y attendre? C'est ça la grande question. On se souvient des récents voyages d'Anthony Zidi lorsqu'il était envoyé spécial des États-Unis dans la région et que les bus éclataient, explosaient en plein cœur de Jérusalem-Tel Aviv. Est-ce qu'il faut s'y attendre lorsqu'il y a une reprise comme ça des négociations parce que les ennemis de la paix, comme vous les appelez, se signalent? Oui, parce que quand il y a un processus de paix, les extrémistes sont isolés, sont écartés. Et donc leur seule manière d'agir, c'est l'attentat, c'est la réponse violente. Et donc oui, je pense que les uns et les autres avaient cette hypothèse en tête. Mais c'est toujours quand même un choc. Car c'est vrai, la coopération entre Israéliens et Palestiniens a beaucoup progressé, on ne le dit jamais assez, et que la Cisjordanie avait connu depuis maintenant quelques temps une période de stabilité et de calme grâce à cette coopération entre Israéliens et Palestiniens, grâce aux mesures aussi prises par le Premier ministre palestinien Salam Fayyad. C'est ce que disait d'ailleurs le directeur des conseils de Jude et Samarie ce matin à la radio israélienne. Certes, ce n'est pas une situation extraordinaire entre Israéliens et Palestiniens, mais cela faisait longtemps en tout cas que les Palestiniens venaient acheter chez les Israéliens et inversement, et il y avait une sorte de coopération. On va essayer de prendre du recul face à l'événement, si vous voulez bien, monsieur l'ambassadeur. On va se rendre à Washington. Dans quelques heures, le Premier ministre israélien et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas vont se rencontrer avec le président Obama, alors chacun de son côté et ensuite lors d'un cocktail dînatoire. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que vous voyez que nous ne voyons pas à l'heure actuelle face à ces négociations? Je dis simplement, moi, qu'il ne faut pas se laisser emporter par une espèce de vague de scepticisme, de lassitude, de résignation et de cynisme. De déjà-vu même, on entend. Voilà. Oui, bien sûr, cela fait des années que nous sommes passés par des phases de haut et de bas du processus de paix. En même temps, on sait très bien qu'il est absolument essentiel qu'il y ait cette négociation directe entre Israéliens et Palestiniens. Et on sait aussi qu'il y a dans une négociation un esprit, une chimie particulière qui fait que les résultats ne sont jamais connus à l'avance. Et donc il est essentiel que les gens se rencontrent, qu'ils se rencontrent au plus haut niveau, et je pense qu'il est possible effectivement que les uns et les autres trouvent un accord. En tout cas, je sais que les uns et les autres veulent obtenir un accord. Après, il y a des difficultés. Ces difficultés sont extrêmement sérieuses. On sait que de part et d'autre, il faut du courage, il faut des sacrifices, il faut des concessions, et que cela n'est pas simple. Et qu'attend-on de ce sommet? Ce sommet, c'est un lancement. C'est important que les États-Unis s'impliquent dans cette discussion, que le président Obama s'implique dans ces négociations. Et ensuite, il faudra évidemment que très rapidement, très fréquemment, le Premier ministre israélien, le président palestinien se retrouvent pour poursuivre les discussions. Sauf que Saeb Erekat a dit que c'était trop prématuré pour l'instant de prévoir un calendrier d'une rencontre tous les 15 jours. Alors, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que dans 72 heures, est-ce qu'il y aura un accord ou est-ce qu'on doit s'attendre à un début de négociation directe mais avancée, échelonnée? Ces questions vont être discutées à Washington. Nous savons par avance que
Notamment, ils vont réfléchir sur effectivement une forme de calendrier, une forme aussi d'agenda. Quels sont les sujets qui doivent être abordés d'abord en priorité, sur une méthode. Mais tout ne va pas être réglé évidemment en 24 heures. Personne n'a cette prétention. Ce conflit est vieux de 60 ans. En revanche, ce qui est essentiel, c'est que les gens se retrouvent, se parlent. Et c'est pas parce que le processus de paix a échoué au cours des 15 dernières années que celui-ci va échouer. Les uns et les autres ont beaucoup appris des échecs précédents. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a encore une fois, de part et d'autre, une très grande bonne volonté. Il n'y a plus de facteur idéologique, ni du côté palestinien, ni du côté israélien. Et je crois que chacun sait assez bien quels doivent être les contours de la solution. Le problème, c'est comment y arriver, comment convaincre les opinions publiques, comment obtenir, par exemple, pour Israël, les garanties de sécurité. L'attentat d'aujourd'hui le démontre encore une fois. Il est essentiel, évidemment, pour les autorités israéliennes d'avoir des garanties de sécurité. Ce sera un des sujets, évidemment, qui sera abordé au cours de ces conversations. C'est d'ailleurs la grande ligne politique de Benyamin Netanyahou. Je ne vais pas négocier sans obtenir la sécurité de l'État d'Israël. Vous parlez... Je crois que c'est l'opinion publique israélienne est sur cette ligne. La paix doit apporter la sécurité. Plus on pourra démontrer que la paix apporte la sécurité aux Israéliens, plus il sera facile, je crois, de demander aux Israéliens un certain nombre de concessions, de compromis, de sacrifices. Vous dites la paix pour la sécurité ou la sécurité pour la paix? Non, la paix, c'est la garantie de la sécurité. Et pas l'inverse. La paix sans la sécurité, ce n'est pas la paix. Donc il faut qu'il puisse, dans la discussion, dans la négociation, que ces questions soient traitées. Il y a d'autres points qui doivent être traités, naturellement, on les connaît, la question de la frontière, la question des réfugiés, la question de Jérusalem, mais la sécurité fait partie des 4 ou 5 principaux sujets qui doivent être traités. Et nous avons déjà dit, l'Union européenne a déjà dit, la France a déjà dit que nous étions prêts, nous, à accompagner ce processus. Alors justement, Christophe Vigo, vous disiez à l'instant que les acteurs ont changé, les mentalités ont évolué. Où est Paris et pourquoi Paris n'est pas présent à Washington? Alors, c'est vrai que nous aurions souhaité que l'Union européenne, par le biais de Mme Ashton, la haute représentante, soit présente à Washington. Cela n'a pas été possible, nous l'avons regretté, mais l'Europe a été présente d'une part via les travaux du Quartet, donc cette enceinte qui, avec les États-Unis, la Russie, les Nations Unies et l'Union européenne, joue un rôle moteur. Donc nous avons très fortement appuyé les efforts américains dans le cadre du Quartet, et puis nous continuons à être actifs, notamment sur le volet financier, puisque nous aidons beaucoup, je dirais, la formation de l'administration palestinienne, la sécurité palestinienne aussi, c'est important. Je ne parle pas de Bruxelles, je parle de Paris, en tant que capitale idéologique de la paix. Voilà. Alors, vous avez raison, regardez, le président de la République recevait le président Moubarak. Nous sommes en contact très fréquent avec aussi bien le Premier ministre Netanyahou qu'avec les autorités palestiniennes. Nous allons continuer à être en contact avec les uns et les autres. Vous savez, nous sommes actifs aussi dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée. Il y a un sommet, va se tenir sous la coprésidence française au mois de novembre, fin novembre. Nous espérons qu'il y aura aussi bien les Israéliens, les Palestiniens et l'ensemble des acteurs de la région, parce que pour faire la paix, certes, il faut qu'Israéliens et Palestiniens se parlent, mais il faut aussi convaincre la région. Donc nous pensons que nous avons un rôle essentiel pour convaincre les pays de la région qu'il faut accompagner, qu'il faut soutenir ce processus de paix. L'avantage que n'ont pas les États-Unis, de connaître peut-être mieux les acteurs de la région. Et puis, c'est vrai que nous avons par exemple une connaissance privilégiée du Liban et de la Syrie. Alors on n'en a pas parlé, mais la paix, il faut aussi qu'elle se fasse avec la Syrie et avec le Liban. Vous le savez, le président l'a annoncé, nous avons nommé un des meilleurs experts de la région, Jean-Claude Cousseran, pour travailler à une possible relance du processus de paix entre Israël et la Syrie. Ça aussi, c'est un axe que nous développons. Et là-dessus, la France, je crois, a une expertise que les Israéliens sont les premiers à reconnaître. Est-ce que ces négociations peuvent échouer ou ne peuvent pas échouer, ou alors peuvent déboucher aussi sur une éventuelle relance du processus de libération de Gilad Shalit? Alors je crois qu'il faut vraiment séparer les choses. La libération de Gilad Shalit, vous savez, c'est une des priorités de la France. Le président de la République a adressé une lettre à Noam et Aviva. Il y a eu cet événement samedi. Bernard Kouchner aussi a envoyé un mot à la famille.